Nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Pour cette deuxième interview de Smart Bourse, je vous propose de revoir l'interview de Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Il était sur le plateau de Smart Bourse il y a quelques jours afin de détailler le fonctionnement de l'investissement obligataire, porté actuellement par les hausses de taux des banques centrales. Louis Yang qui revenait en détail sur l'investissement donc en obligations, en commençant par se demander tout simplement ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est un titre de créance qu'un émetteur, qui peut être un État ou une entreprise, va émettre pour pouvoir financer sa dette. Et un détenteur, donc un investisseur, va pouvoir acheter en fait cette obligation. Et en contrepartie, elle va pouvoir toucher des coupons à un intervalle régulier, chaque année par exemple. Et au terme, à l'échéance de l'obligation, le nominal lui sera remboursé. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour une obligation, on va dire classique, l'investisseur, il sait quel coupon il va toucher, par exemple 5% chaque année. Il va savoir à quel moment l'échéance de l'obligation va arriver, à quel moment il va être entièrement remboursé. Son nominal va être remboursé, par exemple 8 ans. Voilà. Le coupon, finalement, c'est les intérêts de l'emprunt, c'est ça ? C'est exactement ça, ouais. Louis Yang, pourquoi est-ce qu'on reparle des obligations actuellement ? On a l'habitude de suivre les marchés actions, c'est le premier réflexe qu'on a. Pourquoi est-ce que les obligations reviennent sur le devant de la scène actuellement ? C'est la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que là, on a quand même connu pas mal d'années avec des taux d'intérêt proches de zéro, voire négatifs. Donc très clairement, il y avait très peu d'opportunités sur le marché obligataire. Et là, cette année, avec les différentes hausses de taux des banques centrales, il y a eu deux phénomènes en fait qu'il ne faut pas confondre. D'un côté, il y a le marché obligataire, donc le marché secondaire qui a fortement baissé. Il y a eu un crack. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme, il est un peu inversé. C'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt montent, les obligations du marché secondaire, le prix va baisser. La valeur de l'obligation baisse. Exactement, le prix. Exactement. Et donc du coup là il y a eu un crack. Donc ça, c'est parce qu'on rappelle que comme une action qu'on peut revendre, une obligation on peut la revendre et c'est sa valeur effectivement qui fluctue également. Exactement, c'est tout à fait ça. Et le second effet, c'est que du coup sur le marché primaire, donc des nouvelles obligations, les nouvelles émissions, ces acteurs-là, que ce soit des États ou des entreprises qui cherchent du financement, si elles veulent être attractifs au niveau des investisseurs, elles sont obligées de proposer des obligations avec des taux intéressants. Donc là j'ai pris l'exemple de 5%, mais maintenant dans le contexte actuel, c'est assez courant d'avoir courant. Il y a de plus en plus d'obligations qui vont proposer des coupons de 5, 6, 7% en fonction du type de société ou d'État. Et alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, parce que je refais l'analogie avec les actions, mais c'est ce que le plus de gens connaissent. La valeur d'une action est généralement en lien avec les résultats d'une entreprise ou la solidité financière d'une entreprise. Pas que, évidemment, mais on peut penser, ou en tout cas au départ, c'était peut-être un petit peu l'idée. Comment cela fonctionne pour une obligation ? Alors une obligation, ça va dépendre aussi effectivement de la santé de l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur, que ce soit un État, ça peut être la France, l'Allemagne, les États-Unis ou une entreprise, elle va être notée. En fait, il y a les fameuses agences de notation qu'on connaît tous, donc les Moody's, les Standard & Poor's, elles vont noter justement tous ces émetteurs et en fonction en fait de la solidité de l'émetteur, l'obligation va être différente. C'est-à-dire qu'un émetteur qui va être bien noté, le fameux triple A qui est la meilleure note par exemple, ces émetteurs-là qui sont les plus solides vont proposer en fait des rendements plus faibles. C'est toujours le même couple rendement-risque, c'est-à-dire que moins il y a de risque, moins il y a de rendement. Moins il y a de risque de ne pas rembourser la dette, c'est ça ? C'est ça, qui est de faillite en fait. Le risque, effectivement, le risque, on pourra sûrement développer ça, mais disons que le principal risque d'une obligation, c'est que l'émetteur fasse faillite. Et donc que la dette ne soit pas remboursée. Et donc la notation vient donner une indication sur les risques de l'émetteur en question. Exactement. Et après, c'est à chaque investisseur, en fonction de son profil de risque, de diversifier, d'aller sur des obligations investment grade ou des junk bonds, c'est-à-dire des obligations pourries en français, qui vont proposer des taux de rendement très élevés, mais en contrepartie avec un risque de faillite. Alors vous l'avez expliqué, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Il y a effectivement investment grade, si on parle du vocabulaire d'une obligation, il y a l'investment grade. Il y a également ce qu'on appelle le high yield. Alors qu'est-ce que c'est que le high yield ? Le high yield, c'est le haut rendement. Donc ce sont des obligations qui vont proposer un haut rendement versus un risque élevé. Enfin, en prenant en compte le fait qu'il y a un risque élevé, effectivement, puisqu'on propose un rendement un peu plus élevé. Donc là, on a posé un petit peu le constat du fonctionnement d'une obligation, d'un investissement obligataire. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on investit dans une obligation ? Alors, il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de passer par un fonds, donc une SICAV par exemple. Il va y avoir des SICAV obligataires qui sont gérés par des gérants qui vont investir pour vous dans
différents types d'obligations. Donc ça, c'est une première méthode, en sachant que ces SICAV, on peut les mettre sur un compte titre, un PEA, une assurance vie. D'ailleurs, en parlant de l'assurance vie, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs finalement qui sont investis en obligataire sans forcément faire attention, parce que le fonds euro, en fait, le fonds euro de l'assurance vie est principalement composé d'obligations. D'accord, d'obligations d'État pour le coup. Principalement, et tout à fait. Même si dernièrement, il y a eu plus de diversification, mais on va dire oui, la grande majorité des fonds euros, c'est des obligations d'État. Et donc du coup, en fait, lorsqu'on a du fonds euro d'assurance vie, en fait, on a de l'obligation. Donc ça, c'est le premier moyen d'investir en obligations, c'est via des SICAV, effectivement. Il y a d'autres manières d'investir en obligations. Alors il y a évidemment, maintenant c'est devenu incontournable, les trackers, les ETF. Bien sûr. On va aller traquer différents types d'indices obligataires. Donc ça, c'est une autre manière d'investir sur les obligations. Ce qu'il faut savoir que cette année, on a en Europe à peu près presque 40% des ETF qui sont des ETF obligataires en fait. D'accord. Au niveau des avoirs. Donc très clairement, il y a une vraie tendance sur ce type de placement. Donc ça, c'est une autre manière. Et là aussi, on peut trouver des thématiques sur les ETF, par exemple, sur les différents types d'ETF obligataires? Oui, il y a beaucoup de choix. Alors là, effectivement, on peut être sur du corporate, donc des obligations corporate, donc des obligations émises par des sociétés. Après, il va y avoir aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse dans le contexte d'inflation actuelle. Il va y avoir aussi des ETF sur des obligations qui sont indexées à l'inflation. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Voilà, donc il y a différents, il y a un horizon assez large aussi. Il y a des thématiques dans l'obligataire également quand on parle d'ETF ou de tracker. C'est ça. Donc là, on a parlé de SICAV, on a parlé d'ETF. Effectivement, j'imagine qu'on peut en acheter en direct aussi. Oui, des obligations. c'est la manière, on va dire peut-être la plus simple, mais qui n'est pas forcément la plus courante, pour une raison simple, c'est que beaucoup d'obligations ont des coupures très élevées. C'est-à-dire que la coupure minimum d'une obligation, ça peut être 100 000 euros. D'accord. En sachant que pour tout bon investisseur, il faut diversifier. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un portefeuille global assez conséquent. Ça veut dire qu'une obligation vaudrait 100 000 euros. Ou il faut investir, ou en tout cas prêter 100 000 euros. Exactement. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est plus compliqué de diversifier quand on a un portefeuille plus petit. Ce qui fait que du coup, l'obligataire en direct, c'est pas forcément jusqu'à présent la manière la plus courante. D'accord. Même si de plus en plus, il y a des coupures d'obligations à 1 000 euros. D'accord. Là, du coup, ça permet à l'investisseur avec un moins capitalisé d'aller diversifier, investir, et auquel cas, c'est effectivement une manière d'investir dans les obligations en direct. Oui, sachant que après, la question, ça dépend de l'investisseur, mais est-ce que investir en obligataire, c'est acheter une obligation ou acheter plusieurs obligations de plusieurs sociétés? Donc on revient sur ce sujet de diversification. Je pense que tout miser sur une obligation, sur une entreprise ou un État, c'est quand même pas forcément complexe. Idée. Voilà, mais donc il faut effectivement avoir le capital pour aller diversifier son portefeuille. Justement, pourquoi il faut diversifier? C'est parce qu'il faut diversifier le risque. Quels sont les risques que présentent des investissements obligataires? On l'a vu, donc le principal risque dans l'obligataire, c'est le risque de faillite de l'émetteur. D'accord. C'est-à-dire que l'émetteur fait faillite et du coup, vous récupérez pas votre nominal et vous touchez plus les coupons. Donc ça, c'est vraiment le principal risque. Et ce risque-là, il y a un autre critère qui vous permet de le minimiser, c'est l'échéance de l'obligation. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, surtout dans le contexte actuel, d'aller privilégier des obligations avec des échéances courtes de 2-3 ans, plutôt que des obligations sur 8-9 ans. D'accord. C'est assez logique. Bien sûr. Évidemment, plus le laps de temps est faible, moins le risque de faillite est grand. Donc et du coup, ça joue sur le rendement de l'obligation, qu'elle soit court ou moyen terme? Ça peut jouer, mais encore une fois, il y a d'autres critères. Il y a la notation, la solidité de l'émetteur, il y a le marché secondaire, il y a les taux d'intérêt. Donc il y a plein d'autres critères qui vont jouer. Et effectivement, l'autre risque, alors là, c'est un risque, ça va dépendre de votre stratégie. C'est-à-dire, si votre stratégie d'investissement, c'est acheter une obligation et la conserver jusqu'à l'échéance, vous n'allez pas être concerné par les fluctuations de prix. D'accord. Ou moins, sauf s'il y a une exception. Mais disons que si vous tenez votre stratégie, la variation du prix de l'obligataire, c'est moins votre problématique. En revanche, si vous achetez par exemple une SICAV, le gérant de la SICAV va faire des arbitrages d'achat-vente. Et comme le marché obligataire va fluctuer, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la fluctuation des taux d'intérêt, on peut se retrouver du coup avec des obligations qui sont en moins-value.
Donc, D'accord. du coup, c'est important, je pense que pour les investisseurs obligataires, surtout les novices, regardez pas uniquement le coupon. Il faut regarder en fait le rendement courant, c'est-à-dire qui tient compte du prix de l'obligataire, parce que ça peut valoir, lorsqu'elle est émise, ça vaut 100, mais ça peut augmenter, mais ça peut baisser aussi. Et donc ça, il faut regarder le rendement courant. Et l'autre point, si on se projette même à échéance, regardez ce qu'on appelle le rendement actuariel, qui tient compte des intérêts composés, parce que il y a ces fameux effets boule de neige, les intérêts produisent des intérêts dans la durée. Et alors, pour bien comprendre justement sur ce sujet valeur d'une obligation, la seule composante qui peut faire évoluer la valeur d'une obligation, c'est les taux d'intérêt, c'est ça? Alors les taux d'intérêt, exactement, c'est vraiment le critère qu'il faut. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand les taux montent, la valeur des obligations sur le marché secondaire vont baisser. D'accord. En revanche, lorsque les taux d'intérêt... parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles obligations qui sont émises et qui potentiellement vont rapporter plus de rendement que celles qui existent. Voilà, c'est exactement ça. Et par contre, le phénomène inverse se produit aussi lorsque les taux d'intérêt baissent. À ce moment-là, la valeur des obligations du marché secondaire vont augmenter. Il y a d'autres risques à prendre en compte. Effectivement, on parle d'obligataires souverains, mais alors parfois on va les acheter en euros, parfois en dollars, parfois en yens. On a vu effectivement les spreads actuellement sur ces différentes devises. Est-ce que ça, c'est aussi un risque à prendre en compte? Totalement. Si vous avez des obligations qui ne sont pas dans votre devise nationale, c'est clairement un risque. Le taux de change, c'est un vrai risque à prendre en compte. Quand on regarde l'évolution de l'euro-dollar, c'est clairement quelque chose de difficile à anticiper. Si vous êtes sur une obligation à maturité 8 ans, c'est difficile d'aller anticiper sur 8 ans comment l'euro-dollar va fluctuer. Donc si vous voulez minimiser ce risque, à ce moment-là, privilégiez les obligations en euros. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, c'est aussi, là on a parlé des grosses devises, mais faites attention aussi aux devises qualifiées d'exotiques. Bien sûr. Où là, la roupie indienne, livre turc, etc. Là, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement peut-être des rendements très intéressants, mais ne pas négliger le risque de taux de change. Oui, parce que une variation sur le taux obligataire pourrait faire prendre de la valeur à l'obligation, mais attention au taux de change qui pourrait faire perdre de la valeur à votre investissement. Exactement. Voilà, Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, revenait sur le plateau de Smart Bourse sur l'investissement obligataire. On le rappelle, porté actuellement par la hausse des taux des banques centrales. Merci de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. On rappelle que le CAC 40 évolue actuellement dans le vert, plus 0,29% à l'heure où on se parle, à 6684 points. C'est la fin de cette édition de Smart Bourse que vous pourrez retrouver en replay sur bismart.fr. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse, 1 heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux macroéconomiques mais également économiques des marchés financiers. À ce soir.